Bonsoir Frédéric Saint-Jour. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes directeur général des marques de PSA Peugeot Citroën, président de l'UIMM. Michel Sapin a nommé aujourd'hui un médiateur pour l'usine d'Aulnay. L'usine d'Aulnay qui est donc en proie à une grève dure et dans laquelle il y a de très fortes tensions entre grévistes et non grévistes, dans laquelle il y a un niveau de violence important. Est-ce que d'abord vous approuvez cette nomination et vous êtes content qu'elle intervienne ? C'est pas un médiateur, parce que c'est le directeur du travail du territoire, et c'est normal que quand il y a des difficultés comme ça, il puisse intervenir. On est confronté à une chose qui existe depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a deux droits qui sont fondamentaux et qui sont indissociables. Le droit de grève, bien sûr, et le droit à la liberté du travail. Mais vouloir régler ces deux droits par la violence, ça, ce n'est pas possible, c'est intolérable. Et aujourd'hui, à Aulnay, effectivement, il y a une petite minorité, même pas 10% des salariés d'Aulnay qui empêchent cette usine de tourner normalement. Et alors, ça, c'est pas normal. On va regarder le reportage qui a été fait ce matin donc à l'usine par nos équipes. On va regarder et écouter un non-gréviste au micro de BFM TV. On nous empêche de travailler. Qui vous empêche de travailler? Les grévistes, je ne vais pas les citer. Comment vous l'écrivez? Les grévistes n'ont pas le droit d'empêcher les gens qui travaillent. On est d'accord? Comment ça se fait, on ne travaille pas? Je vous pose la question. Voilà. On assiste, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je venais d'expliquer à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler cette cohabitation entre le droit de grève et le droit à la liberté du travail par la violence, ce n'est pas possible. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? La représentante de la CFDT disait que font les pouvoirs publics? Que fait la direction? Est-ce que vous intervenez? Comment on essaye d'expliquer, et je vais revenir là-dessus, on essaye d'expliquer qu'effectivement c'est une très mauvaise solution de vouloir par la violence et par la grève empêcher le plan de restructuration d'avancer. Heureusement, avant-hier, 4 syndicats qui représentent les 3/4 des votants au comité central d'entreprise ont dit qu'ils étaient d'accord, favorables aux mesures que nous proposions pour mettre en œuvre ce plan. Et donc nous espérons qu'au prochain comité central d'entreprise, effectivement, nous ayons un accord pour mettre en œuvre ce plan de restructuration. C'est urgent. Alors c'est une urgence pour le groupe, parce que tout le monde est d'accord, et y compris l'expert nommé par les organisations syndicales, tout le monde est d'accord que c'est urgent de mettre en œuvre ce plan pour le groupe. Mais c'est aussi urgent pour les salariés. Les salariés qui sont touchés par le plan, parce qu'ils ont besoin de savoir ce que nous allons leur proposer pour remplir notre engagement, qui est qu'ils auront tous une solution à leurs problèmes d'emploi. Et puis aussi pour les salariés de l'ensemble du groupe, parce que nous avons une stratégie de rebond à mettre en œuvre, et que tant qu'on est là à attendre qu'on puisse faire ce plan de restructuration, nous ne pouvons pas vraiment la mettre en œuvre. Alors justement, restructuration nécessaire parce que vous faites des pertes historiques, vous les avez annoncées hier, donc 5 milliards, dont une perte due à la dépréciation des actifs et une perte due aux résultats opérationnels. La CGT dit c'est un nuage de fumée, c'est une sorte de manipulation d'annoncer autant de pertes. On noircit le tableau pour légitimer le plan social. Encore une fois, nous avons appliqué les normes comptables et nous avons répondu à une recommandation de l'autorité des marchés financiers. Et nous avons dû déprécier effectivement pour 3 milliards d'euros des actifs. De toute façon, la perte opérationnelle de l'automobile pour PSA, c'est 1,5 milliard d'euros. C'est pas rien. Donc effectivement, nous avons urgence à rétablir cette situation. Nous avons consommé en cash opérationnel en 2012 3 milliards d'euros, 2,5 milliards pour l'automobile, 500 millions pour Faurecia. Là encore, on ne peut pas tous les mois dépenser plus de 200 millions de plus qu'on ne gagne. Donc il faut arrêter ça. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce plan de restructuration. C'est pour ça que nous faisons des économies en termes d'investissement et que nous avons comme objectif de diviser par 2 la perte de cash opérationnel en 2013 et d'être à l'équilibre en termes de cash opérationnel à la fin de 2014. C'est indispensable et ce n'est pas un problème comptable. Quand on dépense plus qu'on ne gagne, ce n'est pas un problème comptable. Ce soir, Standard & Poor's a dégradé la note de PSA et vous a dégradé d'un cran à BB-. C'est exact, puisque Standard & Poor's nous avait mis de toute façon sous surveillance négative. Il a maintenant nos résultats. Il est logique
qu'ils mettent en œuvre cette surveillance négative pour nous dégrader d'un notch, comme on dit. Renault, aujourd'hui, donnait ses résultats. Ils sont légèrement positifs, ils sont plus au vert, vous êtes au rouge. Tout le monde se pose la question, comment ça se fait? Est-ce que vous avez fait des erreurs? Pourquoi ces différences? Comment vous comptez, j'ai envie de dire, rattraper ce gap? Nous disons depuis plusieurs années que nous sommes effectivement trop européens. Et aujourd'hui, en 2012, nous avons encore vendu 62% de nos voitures en Europe. Or, tout le monde constate que le marché européen est dans une situation extrêmement difficile et que nous ne voyons pas, et nous ne sommes pas les seuls, nous ne voyons pas le marché européen reprendre une croissance forte. Et il a baissé de 25% depuis 2007, le marché européen. Comme nous sommes très dépendants de ce marché, forcément, nous avons plus de difficultés. C'est clairement pas une bonne situation. Et c'est pour ça que nous avons mis en place les plans d'internationalisation pour sortir de cette situation-là. Nous vendions 76% de nos voitures en Europe en 2009. Nous en vendons encore 62% et notre objectif, c'est de n'en vendre plus que 50% en 2015. Nous avons mis en place ce plan d'internationalisation. Même chose pour la taille. Quand vous regardez parmi les grands constructeurs mondiaux, trop européens, pas d'alliance internationale. Nous sommes petits. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons conclu une alliance stratégique avec General Motors, qui est lui un grand effort de l'automobile internationale aujourd'hui. Juste un mot sur Renault. Carlos Ghosn annonce qu'il va réduire de 30% la part de sa rémunération variable de 2012 si la négociation qui est en ce moment en train de se dérouler sur la compétitivité était validée et mise en œuvre. Comment jugez-vous cette manière de prendre les choses? Vous savez, quand une société est dans une grande difficulté, comme le groupe PSA l'est, je ne jugerai pas Renault, forcément, tout le monde est solidaire. Et c'est pour ça que le président Philippe Varin, comme le directoire, en 2012 comme en 2011, nous avons renoncé à nos parts variables. Parce qu'effectivement, il est logique que nous fassions ce geste-là. Il aurait fallu que Carlos Ghosn le fasse aussi. C'est le conseil d'administration qui fixe la rémunération de M. Ghosn, donc c'est à lui de se prononcer sur ce sujet, c'est pas à moi. Vous parlez d'un concurrent. Arnaud Montebourg, il est un peu plus gentil avec vous, on dirait? Je ne sais pas, il a effectivement tenu sur Philippe Varin des propos disant qu'il le tenait en grande estime. De toute façon, il faut qu'on soit très solidaire, là encore, entre le gouvernement et nous. Pourquoi ? Parce que PSA Peugeot Citroën, c'est 2/3 de la fabrication d'automobiles en France. C'est forcément la tête de la filière automobile en France. Et donc si PSA Peugeot Citroën ne va pas bien, c'est l'ensemble de la filière automobile qui ne va pas bien. Et ça, c'est pas bon pour l'économie française en général. Vous avez regretté qu'il ait été tellement sévère avec la famille Peugeot, tellement radical. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes parlé, vous lui avez dit attendez, ça va pas, ça n'arrange les affaires de personne. L'important, c'est que l'expert désigné par le gouvernement a dit que oui, il était urgent que nous mettions en œuvre les plans de restructuration que nous projetions. Et secondo, que le gouvernement, justement parce que PSA est un élément fondamental de la filière automobile, que le gouvernement ait pris la décision d'accorder une garantie aux émissions obligataires de la banque du groupe pour continuer à financer les clients du groupe et les réseaux de concessionnaires. Est-ce qu'il faut une aide plus importante de l'État ? Ce n'est pas nécessaire puisque aujourd'hui, nous avons montré, lorsque nous avons présenté nos comptes hier, que nous avions une sécurité financière de 10,6 milliards d'euros, alors que nous n'avions à rembourser comme dette en 2013 que 1,5 milliard. Donc il n'y a pas de sujet financier. Notre sécurité financière a même été renforcée par rapport à 2011. Et donc, nous avons un plan dans lequel nous avons toute confiance pour rebondir et nous retrouver avec un cash flow opérationnel à break-even fin 2014. Le président lui-même, comment est-ce qu'il voit les chiffres de la croissance à zéro, une perspective assez difficile, le déficit qui ne sera sans doute pas à 3%? Comment est-ce que vous croyez qu'il faut changer de politique économique ? Quand je parle effectivement avec les chefs d'entreprise de la métallurgie, ce qu'ils me disent, c'est que les difficultés augmentent. Et les difficultés augmentent parce qu'effectivement, les carnets de commandes se réduisent. Alors ce n'est pas homogène.
Parce qu'il y a tout un secteur exportateur qui a retrouvé des niveaux d'activité supérieurs à avant-crise. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est cette situation difficile qui prévaut. C'est pour ça qu'il faut que nous continuions à travailler, sur l'accès aux compétences et au savoir-faire dont nos entreprises ont besoin. 2, au financement, car beaucoup d'entreprises n'investissent pas suffisamment parce qu'elles n'ont pas accès à du financement. Et puis 3, à la compétitivité du site de production France. Certes, le gouvernement, et j'ai entendu Michel Rocard tout à l'heure, a mis en place le crédit d'impôt compétitivité emploi, et c'est une bonne mesure, mais cela ne suffit pas. Et c'est pour ça que le dossier réforme du financement de la protection sociale doit être mis en œuvre en pensant bien à réduire le coût du travail, en transférant les cotisations sociales qu'il y a sur le travail vers d'autres sources de financement, et ainsi en abaissant le coût du travail sans préjudice pour les salariés, bien au contraire, et ceci en faveur de l'emploi et du développement des marges des entreprises. Le MEDEF, Philippe Varin a été reconduit, il sera reconduit. Donc on peut imaginer que vous restez dans son équipe ou qu'au contraire vous retrouvez de la liberté, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde vous voit candidat à la tête du MEDEF? Est-ce que vous avez été surpris par la réflexion de Laurence Parisot qui veut transformer les statuts et qui a l'air de vouloir être candidate à sa succession? Qu'une organisation, qu'un gouvernement, qu'une entreprise veuille changer les statuts de temps en temps, pourquoi pas? Alors on peut toujours être surpris que ce soit si près du terme d'un mandat. Moi j'attends les avis du comité statutaire sur ces changements de statut. En revanche, ce que l'UMM a dit et je dis, c'est que quand on change les statuts, c'est pour l'avenir, c'est pas pour le passé. C'est ça que je dis. D'ailleurs, l'UMM est lancée effectivement dans une réflexion pour savoir comment elle voit le MEDEF du futur en termes de projet, en termes d'organisation, en termes d'équipe. Et ça, c'est une convention qui aura lieu le 6 mars, qui tracera ce C'est là que vous annoncerez portrait. Votre candidature? C'est pas le sujet. L'important pour moi... Quand même, ça presse, c'est bientôt. Oui, mais non, l'élection est en juillet, début juillet, donc c'est encore dans un certain temps. Dans 3-4 mois, l'important pour l'UM et l'important pour moi, dans cette période-là, c'est d'aller à la rencontre des chefs d'entreprise, de la métallurgie, mais aussi professionnels qui va les représenter, qui va les défendre. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Elle disait sur BFM Business chez Edwige Chevrillon hier qu'un nouveau président du MEDEF serait peut-être pas assez bien au courant des négociations en cours sur la retraite, sur l'UNEDIC, etc. Mais je ne vais pas parler pour moi, mais le président de l'UMM, il est président de l'une des principales composante du MEDEF et il sait très bien ce qui se passe dans les négociations. Bon, on a compris. Merci beaucoup Frédéric Saint-Jour. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. C'est Alain Marchal, bien sûr, et je vous retrouve avec Olivier Mazrin.